Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Avec Stéphane Dauphin, directeur général de Séquence, bailleur social filiale du groupe Action Logement, nous interrogeons l'idée d'innover pour l'habitat. Qu'est-ce que cela veut dire quand on est, comme Séquence, un spécialiste de l'habitat social et une entreprise à mission et qu'au surplus, on est en train de conduire un plan très ambitieux de réhabilitation et de rénovation thermique de son parc immobilier. Voici Stéphane Dauphin. Stéphane Dauphin, bonjour. Bonjour. Première question qui est volontairement large. Pensez-vous qu'il soit possible, dans une période économique difficile, voire très difficile, qui est doublée en plus d'une crise politique désormais et même internationale, donc pensez-vous qu'il soit possible d'innover pour l'habitat ? Je pense qu'au contraire, c'est même dans ces périodes de crise qu'on se doit d'innover encore plus. Alors, il y a à la fois la vision d'innovation qui est celle du dirigeant, quelle que soit l'entreprise, c'est-à-dire que l'innovation elle peut être aussi bien financière que managériale, que sur les process internes. Et puis, qui plus est, quand on travaille dans l'habitat, dans les métiers du logement, elle l'est aussi sur nos cœurs de métier. Quand on est bailleur social, elle peut l'être aussi en termes d'innovation sociale, d'accompagnement de nos locataires clients. Et elle l'est évidemment, puisqu'on est des acteurs majeurs du monde de la construction, elle l'est évidemment sur tout l'environnement technique. Et celui-ci, aujourd'hui, comme depuis de très nombreuses années, évolue grandement, que ce soit en termes de réemploi des matériaux jusqu'aux enjeux de décarbonation, d'emploi de matériaux biosourcés, mais aussi sur la digitalisation, le BIM, le pilotage du bâtiment. On est aujourd'hui dans un monde en pleine évolution et pour lesquels l'innovation est au cœur de notre quotidien. Est-ce qu'il est judicieux, selon vous, de poser des priorités ou une priorité quand on parle d'amélioration de l'habitat, non seulement dans le logement social, mais aussi en France ? Aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie crise du logement, de la demande du logement, et l'ensemble des acteurs sont plutôt inquiets de ce qui arrive. D'autant plus quand on est un acteur engagé comme Séquence, avec plus de 100 000 logements, présent sur plus de 300 communes d'Île-de-France, avec des volumes très importants de production neuve, près de 4 000 par an, mais comme de logements réhabilités. En fait, pour nous, la priorité, elle est sur tous les fronts. Elle démarre de la qualité de service, c'est-à-dire comment on offre le meilleur service à nos 250 000 locataires au quotidien, et qualité de service, qualité d'usage des logements, et aussi maîtrise de la quittance, maîtrise des charges dans un contexte où la facture énergétique pénalise fortement les Français, et encore plus les Français modestes qui sont logés dans le parc social. Et puis on a des priorités aussi qui s'imposent à nous, mais qui ont du sens, qui sont celles par exemple de la rénovation énergétique de notre parc, et la Séquence est engagée grandement sur ces questions-là. Et puis la priorité globale, puisque c'est aussi l'ADN d'Action Logement, et Séquence est une filiale d'Action Logement, c'est-à-dire de rapprocher les entreprises, leurs salariés du logement. Et aujourd'hui, les besoins sont immenses, les besoins en termes de logement abordables, notamment pour les salariés des classes moyennes. Les salariés modestes sont très importants. On est en lien constant avec les entreprises, avec de gros demandeurs aussi, qui peuvent être des demandeurs parapublics, comme les hôpitaux, comme la RATP. Donc on a aujourd'hui, en fait, la question du logement est tellement centrale pour les Français, encore plus pour les Franciliens, qu'on est engagé sur une multitude de priorités finalement. Et Séquence est une société à mission. Qu'est-ce que cela implique pour vous que d'être une société à mission ? Effectivement, Séquence est une toute jeune société à mission, puisque nous avons fait évoluer nos statuts il y a à la mi-2022 en nous donnant une raison d'être, donner à chacun sa chance en innovant pour l'habitat. Effectivement, on peut se dire que pour une entreprise sociale pour l'habitat comme Séquence, qu'est-ce que cela apporte de plus finalement d'être entreprise à mission ? C'est à la fois partager une ambition forte, rappeler que malgré notre statut, on se doit aussi de combiner les enjeux d'utilité sociale, sociétale, mais aussi les enjeux de performance économique et également les enjeux de transition environnementale. Donc c'est tout cet environnement complexe qu'on suit avec des objectifs précis, en embarquant évidemment la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis finalement, c'est des missions qu'on fait sans oublier, sans embarquer nos parties prenantes, qu'elles soient internes, nos salariés évidemment, mais aussi l'ensemble des membres de notre conseil d'administration, les fournisseurs avec lesquels nous travaillons, et avec les territoires franciliens, les pouvoirs locaux notamment, sur lesquels nous sommes investis au quotidien. Donc finalement, c'est réussir
Ce grand assemblage se donnait des objectifs élevés en matière de responsabilité sociétale, en matière de responsabilité en tant qu'acteur engagé sur nos territoires pour accompagner au mieux nos locataires et remplir notre mission première, qui n'est pas toujours simple dans ces temps complexes. Dans le secteur privé, certains commencent à poser la question, alors je vais vous la poser. Est-ce que selon vous, les entreprises du secteur immobilier, de façon très large, pourraient de façon bénéfique, revêtir cette toge de l'entreprise à mission? Et là, je ne pense pas simplement, je le disais, au logement social, mais par exemple aussi à la rénovation de l'habitat, au développement d'une ville nouvelle, etc. Est-ce que l'immobilier, de façon générale, devrait se rapprocher des axes pris par les entreprises à mission? Aujourd'hui, il est vrai que ce n'est probablement pas le secteur le plus avancé sur la transformation en entreprise à mission. Il n'empêche que, notamment dans le secteur des bailleurs sociaux, on sent que la réflexion n'est plus qu'une réflexion aujourd'hui, que d'autres entreprises, d'autres bailleurs font ce chemin-là. Et dans le monde de la promotion privée, pour pouvoir discuter régulièrement avec des acteurs du secteur, je sais que certains y réfléchissent grandement. Donc aujourd'hui, le monde des entreprises à mission en plus se structure via une communauté. Et on rencontre là, heureusement, de plus en plus d'acteurs de l'immobilier, mais je pense qu'on a un tel impact de toute façon sur les enjeux de transition vers la décarbonation de notre environnement. Le bâtiment est un des plus gros producteurs, un consommateur d'énergie fossile, au-delà même des enjeux d'utilité sociale à loger, les Français, quelle que soit leur catégorie, leurs revenus, leurs moyens. Donc effectivement, il y a un vrai sens à ce que la famille, au sens large de l'immobilier, s'embarque dans cette aventure des entreprises à mission. Vous avez parlé de rénovation énergétique. En 2022, Séquence a investi 160 millions dans la rénovation de plus de 3700 logements. Et en 2024, Séquence, que vous représentez en votre qualité de directeur général, ambitionne de rénover pas moins de 4000 logements et traiter ainsi les passoires thermiques de son parc. Est-ce que vous pourriez me donner une sorte de cartographie, version DPE, du parc immobilier de Séquence à aujourd'hui et ce qu'il sera à l'horizon 2025 puis 2030, qui sont des dates très importantes au regard notamment des obligations européennes posées par la directive EPBD. Tout à fait, comme l'ensemble des acteurs de l'immobilier, mais je dois le dire, les bailleurs sociaux sont vraiment, je pense, plutôt exemplaires en la matière. On est contraints, très engagés, mais parce qu'ils bénéficient aussi d'un système d'aide via la Banque des territoires qui leur est favorable, parce que finalement, quand on est propriétaire unique, embarquer la décision, c'est évidemment plus simple. On est aussi les bailleurs des entreprises qui ont des compétences, des expertises internes très fortes. Donc ça facilite aussi cette capacité à se mettre en pleine conformité avec la loi, au-delà de la volonté d'être exemplaire et finalement de faire que nos locataires bénéficient le plus rapidement possible des avantages que procure l'isolation des bâtiments. À la fois un avantage, c'est évident en termes de confort d'hiver, et ça, le confort thermique d'hiver, on le connaît depuis des dizaines d'années dans notre secteur. Il a souvent été synonyme de baisse des charges. Alors heureusement, il y a toujours ce confort d'hiver, cette sensation de froid qu'on évite, mais aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît d'envolée des prix de l'énergie, il n'est malheureusement plus synonyme de baisse des charges. On espère évidemment les maintenir avec ces gains de performance énergétique, et puis on verra comment évoluent dans les prochaines années, évidemment, les cours de l'énergie. Et puis, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est prégnant quand on échange avec nos locataires, la question du confort d'été, la façon dont on lutte pour le mieux dans l'enveloppe bâtimentaire contre les épisodes caniculaires est extrêmement importante. C'est aujourd'hui central dans le ressenti, dans le bien-être qu'ont nos locataires dans leur logement. Et évidemment, la réhabilitation du parc entraîne à la fois ces gains sur le confort d'hiver, mais aussi sur le confort d'été, avec des résultats très encourageants. Et puis à côté, vous l'avez dit, il y a les obligations légales, l'éradication des étiquettes F ou G. Pour Séquence, c'était les derniers chantiers démarrent cette année en 2023 pour éradiquer les étiquettes F ou G. C'était plus de 4000 logements. Et puis la loi aussi nous oblige à éradiquer les étiquettes E à horizon 2034. Au sein du groupe Action Logement, on s'est fixé des objectifs encore plus ambitieux, c'est-à-dire de faire disparaître ces étiquettes E à l'horizon 2030. Vous l'avez souligné, c'est un investissement très important en termes de moyens, en termes de concertation auprès de nos locataires, et un investissement financier conséquent. C'est près de 200 millions d'euros qui vont être dépensés dans la réhabilitation cette année à Séquence, avec près de 4000 logements pour lesquels nous engagerons la réhabilitation. Donc voilà, les équipes sont aujourd'hui totalement
embarqué sur ces questions-là, avec comme enjeu et la conformité évidemment aux prescriptions qui sont celles de la loi sur la disparition des étiquettes EFG, mais au-delà évidemment la question du confort d'usage pour tous nos locataires. Donc voilà les défis auxquels on répond aujourd'hui et qui aussi bouleversent grandement nos métiers. Et à côté, on est aussi mobilisé très fortement par les programmes qui sont issus de l'ANRU, vous savez, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la NPNRU, la rénovation de nos grands quartiers. Et Séquence est un acteur engagé dans 13 opérations nationales en lien avec l'ANRU. Et là aussi, c'est des enjeux importants de démolition du parc, mais aussi de réhabilitation, de construction neuve, de diversification de l'habitat. Donc vraiment, la question de la régénération urbaine, de la façon dans laquelle on refabrique la ville, on rénove nos logements, est aujourd'hui centrale dans notre activité. Vous avez parlé des équipes. Personnellement, je suis assez curieuse de savoir comment en pratique se met en place en interne un tel mouvement de rénovation. Comment est-ce qu'on va chercher de nouveaux savoir-faire? Comment est-ce qu'on forme les équipes à ces nouveaux métiers en fait? Alors, à la fois, il y a des accompagnements classiques pour une entreprise, évidemment, en termes de formation, la volonté aussi d'aller chercher des compétences à l'extérieur. Et c'est aujourd'hui très compliqué. Le marché de l'emploi est hyper tendu. Il l'est aussi pour les bailleurs sociaux, quelles que soient d'ailleurs les catégories de métiers, de fonctions, à la fois sur le terrain. On manque de gardiens aujourd'hui, on manque de gestionnaires de proximité, mais on manque aussi d'experts juristes, financiers et de collaborateurs qui connaissent les enjeux de la réhabilitation. Et il y a une tension d'autant plus importante que ce mouvement national qui est lié à l'éradication des passoires thermiques, la montée en puissance de nombreux acteurs sur la rénovation du parc de logement, et pas seulement de bureaux aussi, fait qu'on fait face à une raréfaction de la main-d'œuvre dans le secteur. Donc il s'agit à la fois de fidéliser nos collaborateurs, de les accompagner, de les former. C'est aussi un métier différent que celui qu'on connaît classiquement chez nos bailleurs de la construction neuve, parce que quand on réhabilite, c'est aussi une relation quotidienne avec nos locataires qui, dans 80 à 90% des chantiers, restent dans leur logement. Donc il y a des enjeux de coordination, il y a de gestion des nuisances au quotidien, parce que c'est rarement simple d'avoir des travaux dans son logement au moment où on y vit. Donc il y a aussi des questions de coordination entre toutes les entreprises qui interviennent, leurs sous-traitants, nos locataires, nos équipes de proximité, avec la nécessité qu'il y ait une information fluide, quotidienne, à jour, que le chantier soit propre. Voilà. Donc c'est un métier vraiment en tant que tel, avec une pression qui est certaine, qui est à la fois évidemment la pression du résultat, de la tenue des calendriers, mais aussi de la cohabitation entre nos clients locataires et toutes les entreprises sur site. Et c'est vraiment un travail qui réclame de grands savoir-faire, du tact, de la patience, mais aussi de la fermeté quand il s'agit de faire avancer un chantier. Et aujourd'hui, l'écosystème de la rénovation, il fait face, moi je le disais pour Séquence, on a du mal à recruter, mais c'est aussi le cas des entreprises qui voient, les grandes entreprises du bâtiment voient aussi leur modèle très très fortement évoluer. J'entendais encore récemment le patron d'un major français qui disait que le neuf, c'était quasiment 80% de son chiffre d'affaires depuis des décennies. Et aujourd'hui, il y avait une forme de rééquilibrage très fort vers la réhabilitation. Donc, c'est aussi pour eux des compagnons plus polyvalents. C'est aussi le besoin qu'on ressent, nous, d'avoir des bureaux d'études mobilisés, d'avoir aussi des architectes qui savent faire de la rénovation. Donc, il y a vraiment tout cet écosystème de la construction qui est en train aujourd'hui de bouger, qui fait un pas de côté vers le sujet de la rénovation, la réhabilitation du parc, mais c'est un vrai changement de paradigme. Donc c'est long, c'est complexe, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde est entièrement convaincu que c'est là, j'allais pas dire c'est l'avenir, parce que heureusement, j'espère qu'on continuera à construire du neuf, mais il y a vraiment un changement d'échelle sur ces questions-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous dites c'est long, c'est complexe, c'est aussi pour cela que c'est assez passionnant en fait, parce que pour un dirigeant comme vous, par exemple, je suppose que les enjeux sont très importants, mais aussi les satisfactions. Quand on voit, par exemple, un immeuble qui a été complètement rénové, qui a obtenu son étiquette A, ce qui est quand même très marquant. Oui, tout à fait. C'est le moment privilégié, mais j'allais dire c'est aussi le moment de vérité, c'est quand on livre le bâtiment. Ce moment de vérité, il l'est d'un point de vue technique, pour mesurer que les attendus qui étaient celles au moment des études, du chantier, se réalisent bien une fois que le bâtiment est livré en fonction de son environnement. Et puis, il y a un indice
de satisfaction qu'on connaît bien, qui est majeur. Moi, je l'ai encore vécu la semaine dernière en inaugurant à Montreuil, avec le maire de Montreuil, un programme de réhabilitation de 200 logements. Et en fait, le moment de vérité, c'est quand, au moment où on coupe le ruban, où il y a des petits discours, aussi vous échangez avec vos locataires. Et quand ils vous racontent qu'aujourd'hui, chez eux, ça a totalement changé, c'est beau, le logement a retrouvé du confort, leur facture est stabilisée. Ça, c'est des grands moments de satisfaction, puisqu'on se dit avec les équipes de séquence et puis celles qui vont gérer au quotidien le bâtiment dans les prochaines années que voilà, on a réussi. Et ça, c'est des moments plutôt exaltants quand on fait notre métier. Et on pourrait d'ailleurs parler de cet exemple de Montreuil, puisque c'est quand même un immeuble finalement emblématique d'un certain type de construction. Si je ne me trompe pas, il était construit en 1967. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'exemplaire quand on peut, grâce à des travaux de rénovation, passer d'une étiquette D à une étiquette C, ce qui est assez important vu l'année de construction de cet immeuble. Tout à fait. Il y a un vrai changement en plus d'image très fort. Oui. Et il nous arrive, moi, il y a évidemment 100 000 logements en Ile-de-France. Je n'ai pas visité encore tous les sites, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de découvrir des sites qui venaient d'être finis, d'être réhabilités. Ça m'est arrivé à Clichy-sous-Bois, là encore à Montreuil. Quand on regarde les bâtiments de loin en première approche, on peut franchement penser que c'est une opération qui est quasi neuve. Et donc ça, c'est un vrai changement d'image. Et puis aujourd'hui, quand on rénove, on a aussi on marque une très grande importance à ce qu'on appelle dans notre jargon de bailleur la résidentialisation, mais en fait, c'est-à-dire tous les espaces extérieurs autour des bâtiments. On essaye de renaturer, de désimperméabiliser les sols, de mettre des îlots de fraîcheur, de réguler le stationnement, alors qu'il n'a pas toujours été. Donc de changer l'image du quartier, de l'environnement, au-delà de changer et d'améliorer le confort d'usage des logements. Et aujourd'hui, les bâtiments rénovés là, ils dataient effectivement, comme vous l'avez indiqué, des années 60. On leur a redonné presque une seconde vie. En tout cas, on a amélioré grandement leur confort d'usage, leur qualité, mais aussi la fierté des habitants à habiter dedans. On peut peut-être terminer avec une petite dernière question, puisque vous parlez du confort des habitants. Et je crois que c'est important de le dire. Il n'y a pas que des étiquettes en fait, en immeuble. Il n'y a pas que le DPE. Il y a surtout le confort et la vie à l'intérieur des immeubles. Vous avez, chez Séquence, adhéré à la charte Un immeuble, une œuvre d'art. Pourquoi est-ce que vous avez adhéré à cette charte? Et puis, quels sont les retours, par exemple, de cette action au sein des immeubles où elle a déjà été mise en place? Je pense que comme la faculté à recréer du beau, de la fierté à habiter avec l'enveloppe de l'immeuble, avec les espaces extérieurs, le fait d'apporter aussi une vision différente, quelquefois un peu décalée, ou qui valorise le site en travaillant avec des artistes, c'est aussi une façon de dire, voilà, l'art n'est pas réservé qu'à une élite, ou qu'à des centres-villes, ou qu'à des musées. L'art, il peut aussi investir votre immeuble, être chez vous. C'est aussi souvent l'occasion, quand l'œuvre est réalisée, surtout quand elle est réalisée sur place, de mettre en relation nos locataires, les enfants des locataires, l'artiste, de regarder quel est le processus créatif. Donc voilà, autant d'intérêt pour nous, à la fois de rendre fierté à nos locataires et puis aussi d'engager un travail de fond avec la communauté des artistes. Donc voilà, deux volontés, deux intentions qui se rejoignent pour donner des résultats, alors quelquefois décalés, quelquefois qui s'intègrent parfaitement à l'environnement, mais c'est aussi l'art, il est fait pour ça, il est fait pour nous interroger, nous bousculer, et c'est bien le sens de ces coopérations. Et il me semble très intéressant de finalement recourir à une vieille recette, puisque mettre des œuvres d'art dans les immeubles et recourir au beau, c'est une vieille recette, dans une époque où justement on met en avant la technologie, où on parle constamment de rénovation, qu'elle soit énergétique ou autre. Et puis, il ne faut pas oublier les anciennes manières de procurer du confort et du bonheur aux habitants. Parmi les premières manières, les premières façons, ce qu'on a quelquefois tendance à oublier, parce qu'on est aussi dans une société du repli sur soi. La première des choses, c'est bien faire à ce que les gens échangent entre eux, se connaissent, nouent des liens de voisinage, quelquefois d'amitié, d'entraide, qu'ils puissent aussi s'appuyer sur un gardien qui peut faire le lien entre eux ou qui peut aussi réguler un certain nombre d'incivilités, veiller à ce que la gestion du site se passe pour le mieux. Et c'est aussi notre rôle finalement qui est engageant en tant que bailleur social, qui plus est dans une entreprise
a mission de faciliter aujourd'hui la qualité de vie au quotidien, le plaisir à habiter ensemble, même si les relations de voisinage, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est porteur de sens. Et puis, on est aussi quelquefois engagé plus loin parce qu'on met des locaux à disposition des associations, on accompagne nos locataires sur des jardins partagés, on fait le lien entre les associations de la ville, les services publics, quelquefois le monde de l'entreprise et nos locataires. C'est aussi notre rôle de bailleur social qui n'est pas qu'offrir un logement à tarif maîtrisé, mais c'est aussi de s'inscrire dans des parcours de vie en général, au quotidien, pour l'ensemble de nos locataires. Et chez Séquence, c'est plus de 250 000 locataires, donc ça a du sens et de l'importance dans notre quotidien, et ça donne du sens pour beaucoup de nos salariés à leur métier. Et cela tout en innovant pour l'habitat, pris au sens très large. Tout à fait. L'innovation n'est pas seulement que technique, elle est humaine, sociale, managériale. Voilà. Elle embarque tous les pans de notre activité. Merci beaucoup Stéphane Dauphin. Merci à vous.